Les historiens compareront peut-être notre époque à la fin de l'Empire romain. Si cela vous paraît délirant, restez avec nous. Certains estiment que la France, l'Occident et notre démocratie sont en fin de cycle. Un président jugé toxique, un bellicisme anti-russe assumé, le rêve d'États-Unis d'Europe sur le fond de guerre en Ukraine, paranoïa complotiste ou projet politique réel. Et si la menace russe, la surenchère militaire et la crise ukrainienne étaient aussi un moyen de contourner les urnes et de changer d'échelle au pouvoir? Dans cette émission, on met les mots et les faits sur une question taboue. Vivons-nous une crise de plus ou la fin d'un monde? Comment vous voyez un peu cet avenir de la France à partir de 2027? En fait, on y est quasiment. Puisque Macron a quand même enfoncé les derniers clous autour du cercueil appelé France. Alors, je sais pas si ou voilà, Xavier. peu importe. Il y a l'idée aussi qu'il pourrait se maintenir à la Zelensky, et d'où l'idée de ce bellicisme anti-russe complètement délirant. La seule cohérence de ce bellicisme anti-russe, c'est que ça permettrait à un moment donné de suspendre le processus électoral, de nous mettre en état de guerre, avec donc quelqu'un qui se maintient au pouvoir. Je ne sais pas quelle est la constitution exacte, mais on voit bien que Zelensky est toujours à la tête de l'Ukraine, alors qu'il devrait plus y être à la faveur de la guerre. Et on voit bien qu'il y a un rêve de Macron, pour lequel d'ailleurs il avait reçu, je rappelle, le prix Charlemagne, c'est de passer de président de la France à président non pas de l'Union européenne, mais de quelque chose qui sera obligé de muter en États-Unis d'Europe à cause de la soi-disant menace guerrière russe, avec l'idée aussi de faire une armée européenne, tu sais, tout ce bidule. Et ça, Macron, comme c'est un enfant psychopathe qui veut pas renoncer à son jouet qui s'appelle l'Élysée, parce que sinon il va retomber, tu sais, dans un espèce d'anonymat qui conduit à la dépression quelque part. Tu sais, le président qui n'est plus président, ça doit être très très dur, tu sais, du jour au lendemain. Et on peut imaginer que cette volonté guerrière qui l'anime je dirais, c'est lui qui est le plus animé par ça de toute l'Europe, si on met un peu de côté les Anglais. C'est peut-être parce qu'il dit, si je veux me maintenir, j'ai besoin de la guerre contre les Russes, de transformer l'UE en États-Unis, machin, de passer de président de la France à président de l'Europe. À cause d'une situation de guerre qui nous serait imposée par la menace russe. Et là, d'un seul coup, ce schéma un peu délirant prend une certaine cohérence par rapport à la folie Macron. Et c'est pas forcément délirant parce que ce type est quand même fou. Oui, absolument. Non, mais c'est vrai. Xavier, une réaction? Je pense que le fait de se concentrer sur le personnage de Macron est fondamental. Notamment, il y a un livre que j'ai découvert il y a pas très longtemps qui a été écrit en 2016 avant qu'il soit président, qui s'appelait L'étonnant Monsieur Macron, et dans lequel on apprend que Emmanuel Macron, quand il arrive chez Rothschild, il n'y connaît rien. Ce fameux Mozart de la finance, il ne sait pas ce que c'est qu'un EBITDA, donc il y a un système de notation des entreprises avant impôt. Et donc moi je suis pas du tout financier, mais j'ai des amis qui le sont, et donc il me dit c'est le truc de base. Il y connaît rien. Et en fait, finalement, et donc il est décrit par les collaborateurs de Rothschild, puisqu'il est imposé par Rothschild, et comme le mec sympa qui discute avec tout le monde, qui veut bien s'entendre, voilà. Et à côté de ça, vous ajoutez le bouquin qui vient de sortir, Le Président Toxique. Et évidemment, vous avez un type qui est dangereux, qui est par sa personnalité est dangereux, par son ambition, par son mépris et son côté asocial vis-à-vis des autres. D'ailleurs, on voit Alain Minc et Attali qui l'ont porté sur les limbes de la présidence. Aujourd'hui, il le déteste, il l'insulte quasiment. C'est le pire président de la Ve République. Donc effectivement, ce type, on ne sait pas où il va aller. Il a sûrement pas envie de retourner à la banque Rothschild, et occuper le poste il servait des cafés, comme dirait Alain de temps en temps, aux collaborateurs qui eux s'y connaissaient en finance. Moi je disais il fait les pipes et le café, mais là ça serait un peu abusé. Non, on peut pas dire ça. Donc, il faisait le café, j'imagine. Mais c'est vrai que quand on s'attache à ce personnage, on n'a pas envie qu'il continue, parce que il fait courir un risque à cause de lui-même. Et ça aussi, c'est un aspect qu'il faut pas oublier. Même si derrière il y a des machines, des réseaux qui mettent en place des gens, il y a après la responsabilité de ces gens-là. Et Macron est extrêmement inquiétant à cause de sa personnalité, ses fragilités, et puis il y a deux données qu'il faut avoir en tête, c'est que malheureusement, c'est un effet pervers qui n'était pas prévu, c'est à cause du pouvoir du président de la République français dans la Ve République. C'est sans doute le président qui a le plus de pouvoir au monde de tous les présidents. Il a plus de pouvoir que le président turc, si tu regardes les pouvoirs que lui donne la Ve, tu vois. Donc il est dangereux. Et en plus, sur le mystère Macron,
il y a de fortes chances que cette espèce d'enfant qui a été accompagné, voire mis au pouvoir avec un marqueur Rothschild très puissant, soit aussi quelque part non pas quelqu'un qui est arrivé par l'élection républicaine, mais avec une dimension, je dirais, monarchique cachée. Hein, c'est-à-dire que il est possible que ce soit tout simplement un rejeton Rothschild qui a été mis là avec un projet qui est quelque part aussi, qui a à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure, une période de liquidation, où on est en train de liquider l'entreprise France ou la Maison France. Et ça fait deux paramètres. Cet énorme pouvoir que lui donne la cinquième et le fait qu'on ne sait pas trop d'où vient ce personnage qui a une dimension, même par son couple, complètement, je dirais, anormal. On pourrait dire atypique, mais c'est vraiment anormal. Hein. C'est très inquiétant. Il y a une dimension néronienne chez lui. Et ce qui est marrant, c'est que ce côté inquiétant se cumule au côté inquiétant d'une autre manière du président Trump. C'est-à-dire qu'on a quand même en ce moment, qui est aussi la marque du déclin, ce que j'appelle l'Occident décadent et qui n'est plus l'Occident collectif, l'Occident dégénéré, c'est qu'on a des représentants, que ce soit l'anglais, l'allemand, le français. Je mets de côté Mélanie, qui me paraît un peu fiable. On a des représentants de ces États occidentaux qui sentent quelque part, qui ont une dimension néronienne de période d'effondrement qui peut-être peuvent annoncer une mutation. Parce que la seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'on est dans une période de fin de cycle qui annonce une mutation qui est souhaitable. Parce que sinon, les signaux sont tous alarmants. Hein. Ben d'ailleurs, je me souviens dans le livre qu'avait publié Alain, ça doit faire je sais pas combien de temps, 20 ans maintenant, vers la féminisation, il y avait justement le passage à l'hystérie en fait. Et aujourd'hui, quand on compare par exemple le comportement d'un Modi en Inde, d'un Poutine en Russie, d'un Xi Jinping en Chine, on a des gens extrêmement calmes, même quand leurs autres se comportent mal, ce qui est souvent le cas avec Macron. Alors que du côté occidental, on est au bout de cette féminisation. Ça crie dans tous les sens, ça se menace, c'est des ultimatums. Même Jean-Noël Barrot, mon nouvel ami, ministre des Affaires étrangères français, est toujours en train de balancer des ultimatums. La Russie doit, nous ne laisserons pas, nous allons prendre des mesures qui vont faire que. Bon, et en plus, ça nous ridiculise parce que comme on n'a aucun moyen de faire quoi que ce soit, on est dans le mur. Et effectivement, c'est intéressant cette constatation sur l'effondrement des élites occidentales quand on les compare aux autres. Je fais d'ailleurs remarquer que la société dans laquelle on est, qui est une société de tertiarisation, comme on l'a dit, la tertiarisation est consubstantielle à la féminisation. Puisqu'en fait, on peut faire monter un secteur tertiaire parce qu'on met des femmes au travail. Le tertiaire est intrinsèquement féminin, je rappelle. C'est ni le primaire ni le secondaire. Donc tu vois, cette stratégie de la tertiarisation était aussi une féminisation de la société qui a aussi une influence très importante. Bah ça, il faut revenir à mon livre, mon troisième chef-d'œuvre, ça fait vers la féminisation, sur ce que j'appelle la psychologisation du politique, tu sais, la régression psychologisante de la vision politique, qui est très importante, et puis le passage aussi qui va avec du social au sociétal. Il faut pas oublier, on est aujourd'hui dans une vision sociétale de la société où on parle plus de choses sérieuses, primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires, etc., mais du problème des femmes, des gays, avec à la fin cette idéologie terminale de cette séquence qui s'appelle le LGBTisme. Où la question centrale est de poser la question à un préadolescent de savoir s'il veut changer de sexe ou pas. Quand on en est là au niveau de l'idéologie dominante, ça s'appelle une idéologie de mort. Une idéologie de mort. Et c'est pour ça que, moi, c'est ce que je dis, c'est que l'idéologie de gauche qui finit dans le LGBTisme est en fait ce que j'appelle un soleil mort. C'est-à-dire que c'est pour ça que d'ailleurs Trump est au pouvoir aux États-Unis, parce que la gauche, en fait, n'existe plus d'une certaine manière. Et maintenant, la bataille, en fait, est entre deux droites. Je m'éloigne un peu du sujet, mais aujourd'hui, on voit que c'est entre néoconservateurs et néo-réactionnaires. La gauche, en fait, elle vit sur une vitesse acquise, mais quand la proposition que fait la gauche, c'est de savoir si les enfants doivent changer de sexe, ça veut dire qu'en fait, on est passé à une idéologie qui est purement mortifère. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est sorti du jeu, en réalité. Et la gauche est sortie du jeu, en réalité. Et en fait, malheureusement, la France est entièrement de gauche. Je rends à Xavier ce que je lui dois. Et je voudrais ajouter, parce qu'il y a une autre phase que j'ai découverte grâce à Contre-Culture, qui est l'immaturité permanente et qui nous renvoie encore sur le personnage. Ça, c'est le jeunisme. C'est le jeunisme. Tu sais. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle, en fait, c'est ce jeune. Alors lui, il appelle ça les Marissou. Alors c'est un personnage je crois, de dessin animé, d'après ce que j'ai compris. Donc en fait, c'est l'adolescente, c'est le personnage de la dernière trilogie de la Guerre des Étoiles. C'est-à-dire que c'est une gamine qui naît dans une décharge et qui, parce qu'elle a la force, elle a tous les talents.
donc en fait, elle a pas de père. Il y a un soldat qui à un moment se lie avec elle, qui lui court après, qui est toujours, mais qui est un idiot en fait. Donc tous les mâles, tous les types un peu mâles sont des idiots. Et elle, en revanche, comme elle a la force et qu'elle a vécu toute sa vie dans une décharge, elle sait se battre. Et elle affronte le fils de Dark Vador, là, je sais pas trop quoi, et tout va bien. Et elle gagne. Et donc en fait, c'est l'ultime étape. C'est vraiment la féminisation, l'immaturité, et puis après la culture de mort. Qui va finir, c'est ça, par des drames, parce que, notamment, si aujourd'hui on a un Elon Musk aussi réactionnaire, c'est parce qu'il l'a vécu dans sa chair. Son fils, ça a subi une opération pour faire une fille. Et ça, ce qui rappelle est une stérilisation systématique. Ouais. Puisque un garçon qui devient fille devient stérile, une fille qui devient garçon devient stérile. Donc on stérilise les deux sexes simultanément, ça veut dire qu'il n'y a plus de vision de reproduction de la population. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une idéologie de mort au sens le plus radical. Absolument. En fait, il y a trois termes de l'effondrement, là, c'est jeunisme, féminisme et aussi tiers-mondisation, faut pas oublier. Hein. Et tout ça, d'ailleurs, c'est toujours contre le personnage qui a fait cette civilisation, qui est, on va dire, le mâle blanc depuis 50 ans. Hein. C'est parce que c'est lui qui a produit tous les artefacts, faut pas oublier. C'est quand même l'homme qui a produit, l'ingénieur masculin de 50 ans, c'est lui, ce qu'on appelle le génie des mathématiques appliquées, c'est la civilisation occidentale. Et cette civilisation occidentale, aujourd'hui, est en train d'être détruite par des parasites qui ne peuvent exister que parce qu'ils sont assis dessus. Mais souvent, on se rend pas compte tu sais que ce sur quoi on est assis. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas un hasard, un mâle blanc de plus de 50 ans qui a fait notre monde bourgeoisie technicienne et qui est insulté en permanence comme violeur, patriarche abusif, enfin tu vois le méchant, qui aurait délégué le pouvoir de représentation et même plus à des enfants, à des femelles et à des gens venus du tiers-monde. Et en fait, c'est la réalité française aujourd'hui. Et ça ne peut donner qu'un effondrement. Malheureusement, quand tu dis ça, tu prends en Suisse une peine de prison ferme pour homophobie. C'est ce qui m'est arrivé. Tu vois, parce que j'ai essayé de le faire comprendre, tu vois. Et t'imagines que c'est la Suisse qui est au cœur du système occidental, tu vois. Faut pas oublier, hein, c'est Davos, la banque des banques, etc., qui à un moment donné estime que un intellectuel qui fait un commentaire critique, parce que j'ai écrit tous ces choses-là, mérite d'aller en prison parce qu'il a osé montrer du doigt le problème que quand on déléguait l'autorité à une féministe homosexuel pro-migrant, je rappelle, je vais même pas dire son nom, eh ben on est dans quelque chose de l'ordre du suicidaire social, tu vois. Et normalement c'est à moi qu'on devrait donner raison. Or c'est moi qu'on a mis en prison, parce que même si j'ai eu le bracelet, en fait, officiellement, j'ai été mis en prison pour avoir osé répondre à un personnage qui cumule tout ce qui accélère la destruction, on va dire, de ce qu'on appelle l'Occident. Hein, donc voilà où on en est. Les historiens qui étudieront notre fin de cycle dans quelques siècles compareront ça à la fin de l'Empire romain ou à l'effondrement de l'Empire ottoman. Enfin, on en est là. Hein.